Et s'il y a des gens qui trouvent que le travail a de la valeur, eh ben, doigt croisé, on m'appellera. Plus tu dis des choses sur toi et plus tu te rends vulnérable en fait. Et ça, je me rends compte. Et chacun me dit, vas-y, c'est courageux et tout. Je me dis, là aujourd'hui, j'ai conscience et je me dis, ouais, en vrai, j'ai tout dévoilé de moi, quoi. Bon, est-ce que c'est grâce à toi que Karim Benzema a gagné le Ballon d'Or cette année-là ? Évidemment. non, pas du tout, non. Et donc là, c'est le moment où je suis au plus bas de ma vie, quoi. Je suis Adrien Bernard, directeur merchandising et néo-entrepreneur. Mais je suis surtout ravi de vous accueillir sur mon podcast qui va vous faire plonger dans l'univers de l'entrepreneuriat, du merchandising et du retail. Le tout dans un esprit pro, simple et sympa. Après des mois de préparation, j'avais envie de créer un podcast pour être plus proche de ma communauté, pour partager, pour échanger sur des sujets qui m'intéressent à travers un canal créatif. Mais surtout, et ce qui m'intéressait, c'était donner la parole à des gens qui font au quotidien, qui mettent les mains dans le moteur et qui font des choses incroyables en entreprise. À travers ce podcast, nous allons donc découvrir des histoires inspirantes de personnes dans l'univers et dans le secteur du retail, du merchandising, mais aussi pour échanger des conseils pratiques et mettre en lumière des entrepreneurs avec des actions concrètes. Estelle, moi je suis ravi en tout cas de t'accueillir sur le podcast parce que, alors, au-delà que tu sois une experte sur le domaine du gouaché de bijoux et que tu travailles avec de belles marques, moi j'ai toujours plaisir à te suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et c'est plutôt comme ça aussi que je t'ai connu, c'est avec tes premières, enfin pas tes premières, mais en tout cas avec tes réalisations, et puis aussi parce qu'à travers mon métier, mon fournisseur, tu travailles avec eux, donc finalement je te connais sans te connaître, et donc c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir te poser toutes ces questions et plein de questions. Donc Estelle, bonjour, et encore merci de ta participation. Eh ben, salut à toi, Adrien. Merci surtout à toi de m'avoir invité pour ce podcast. Enfin, comme dit, moi, dès qu'il s'agit de parler de mon métier, de tout ce que je fais, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager. Donc, merci. Bon, du coup, j'ai plein de questions. Je pense que la première question et celle qui est la plus naturelle et qui s'impose, c'est sur toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et surtout ton métier de gouacheuse? Ouais, bien sûr. Et ben, alors, pour t'expliquer un petit peu, donc moi, j'ai commencé par faire une école de bijouterie à la base, et donc qui était à Valence, qui s'appelait Amblard, et donc j'ai fait un CAP bijouterie et un brevet des métiers d'art pendant 4 ans. Et à la suite de ces 4 années, après, je suis partie travailler au studio de création de Van Cleef & Arpels. Et je dois dire que c'est là-bas qu'on m'a transmis la majorité de mon savoir-faire. Je crois que j'ai une formatrice incroyable qui avait un savoir-faire de dingue et qui m'a franchement tout transmis. Donc voilà, je suis partie 1 an et demi là-bas, j'ai fait mes armes dans le gouaché. Et moi c'est vrai que j'avais toute ma famille qui était en Haute-Savoie, mes amis et tout, et du coup je faisais énormément d'allers-retours, et en fait j'adorais mon métier, enfin vraiment j'avais le métier de mes rêves, mais ma vie était pas du tout à Paris, et du coup c'était un peu compliqué, donc comme je disais, tu vois, je faisais souvent les allers-retours et tout, et j'ai eu envie de revenir en Haute-Savoie, donc j'ai posé ma démission, et puis ensuite je suis partie travailler en Suisse, dans les cadrans d'art pour faire de l'émail sur cadran de montre. Donc c'était une technique que je ne connaissais absolument pas, qui était totalement différente de ce que j'avais l'habitude de faire. Et En tant que, excuse-moi, ouais, je te coupe. En tant que, enfin, tu travailles dans l'entreprise ou tu avais déjà montré ta structure et ton non, donc là entreprise? c'était c'était une entreprise qui était déjà existante, et puis Ouais, ok. c'était pas encore mon entreprise à moi. Mais bref, et donc du coup je suis partie travailler là-bas, et j'ai fait 4 ans dans cette entreprise. J'ai vécu un burn-out à cette période, et voilà, c'était une période hyper compliquée dans ma vie. En fait, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. D'accord. Ah ouais, t'es vraiment parti de Ouais. quelque chose de sombre et de négatif pour te lancer. Ouais. T'avais assez d'énergie, quoi. J'en avais pas, mais j'avais pas le choix. Ok. Et alors pourquoi le métier de gouacheuse? Enfin, qu'est-ce qui a fait que t'as été attiré par ce métier et surtout pourquoi tu t'épanouis? Eh ben écoute, pourquoi le métier de gouacheuse, c'est une très bonne question. En fait, quand j'ai commencé à faire mes études en bijouterie, à la base, je devais initialement apprendre l'atelier, donc la mise en forme du métal. Et j'étais pas mauvaise, mais je sentais que c'était pas ça, quoi. C'était pas le truc qui me plaisait. Donc en vrai,
Du coup, je vais pas vous mentir, c'était catastrophique. C'était catastrophique pour moi, je suivais absolument rien à l'école et par contre, j'ai découvert le dessin à cette période-là et je crois que ça m'a sauvée. Genre en fait, j'ai eu l'impression de découvrir un truc que je savais absolument pas que j'avais des facilités dedans. J'ai été bien entourée, hyper soutenue et je dirais que c'est ce qui m'a fait tenir en fait sur cette formation parce que moi en fait j'avais envie d'arrêter quoi. Donc et mon prof m'a dit écoute Estelle, il y a en fait des débouchés aussi dans le dessin de bijouterie. Continue, je pense que tu vas arriver à faire un truc. Et je l'ai écouté. Il m'a trouvé un stage pendant le BMA chez Van Cleef & Arpels et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à avancer dans le dessin. Mais c'est vrai que moi je connaissais pas du tout, j'aimais le dessin, c'était pas mon comment dire mon domaine non plus de prédilection. La peinture, j'en faisais un petit peu, mais pareil, j'avais jamais testé la gouache, ni j'avais jamais travaillé sur une technique aussi précise. Et là, je tombe sur un truc où, vas-y, quand j'essaie, je vois direct que ça fonctionne, quoi. Alors que le prof, il m'avait dit, tu vas voir, ça va être galère, les étudiants, c'est difficile pour eux d'y arriver et tout. Et quand j'essaie, je me dis, c'est bizarre. Tu vois, genre, ça se passe toutes bien. Les planètes sont alignées. Ouais. Toutes les planètes sont alignées, il n'y a plus qu'à, quoi. C'est ça. Ouais, c'était cool et du coup, c'est vrai que je pense aussi que dans l'art, il y a un côté hyper thérapeutique et je crois que j'avais besoin à cette période de mon adolescence, pardon, qui était compliquée et en fait, je me suis noyée là-dedans, quoi. Et alors au quotidien, ton métier consiste en quoi? Enfin, comment tu travailles avec les marques et c'est quoi finalement le quotidien d'Estelle, entre guillemets, mais Alors, que- mon quotidien, il évolue depuis ces 4 années. Je dirais qu'au départ, donc moi en fait, je travaille vraiment en tant que sous-traitante pour les marques d'horlogerie et de joaillerie en tant que gouacheuse. Donc le but, c'était de mettre en peinture un design de manière hyper réaliste, de façon à présenter à des clients les designs sans qu'ils soient encore réalisés. Et c'est une manière, en fait, aux clients de se projeter assez rapidement sur un bijou, et c'est aussi un gain de temps et d'argent énorme pour les entreprises parce qu'ils n'ont pas de maquette à fabriquer. Et c'est surtout, ben voilà, en fait, grâce à ce dessin, on sait exactement ce qui se passe sur une pièce. Donc, donc voilà, et donc j'ai commencé comme ça, et puis petit à petit, moi j'ai senti aussi des besoins de m'exprimer en termes de design, de création. Donc j'ai commencé à faire mes créations, et c'est aussi parce que j'arrivais difficilement à lisser mon travail sur l'année en tant que gouacheuse, en vivant juste de la gouache. Donc je me suis dit, là il faut que je m'exprime un petit peu en design pour montrer ce que je suis capable de faire et proposer ça en plus aux marques pour vivre à l'année dessus, parce qu'en fait j'étais hyper contrainte des sorties de collection, tout ça, et il y a des moments où j'avais énormément de travail et après plus rien pendant des mois, quoi. Et je me suis dit waouh, là c'est chaud, faut que je trouve un truc où je puisse avoir un équilibre sur l'année, quoi. Donc après la gouache, je me suis mis au design. J'ai travaillé aussi pour les marques en tant que designer, parfois en tant que designer et gouacheuse, parfois juste gouacheuse, parfois juste designer, ça dépendait. Et depuis l'année dernière, je crois que j'explore quelque chose aussi d'artistique, dans le sens où en fait maintenant je réalise des toiles de très grand format, où je retranspose mon travail de gouacher sur des énormes dimensions. Et du coup j'ai des commandes, pas mal de commandes, et surtout cette année c'est un truc de fou, je crois que la majorité de mon travail c'est ça, c'est justement c'est ce travail d'art, de réaliser des toiles dans un très grand format, de montres, et ça permet aux marques de présenter un modèle nouveau. Je vais dans les événements, je peins sur place, tout ça, c'est un peu du show painting. ouais. Et c'est une manière de présenter aux clients, aux personnes qui sont dans un événement, la pièce en même temps, quoi. Alors j'ai une question parce qu'en fait non, Oui, j'ai deux questions parce vas-y. que t'as dit, enfin du coup depuis tout à l'heure tu parles de la gouache. Pourquoi la gouache, tu vois? Est-ce que le travail que tu fais avec les marques, bah du coup ça t'a obligé à travailler avec les caractéristiques de la gouache? Tu peux pas le faire avec de l'aquarelle ou avec de l'huile? Pourquoi la gouache? Alors si, tout à fait. Pour te dire un petit peu, pour moi la gouache, c'est ce qui te permet de peindre de manière la plus précise, euh, sans perdre, comment je pourrais te dire ça, de l'opacité, de l'intensité dans les couleurs. Si tu peins avec de l'aquarelle, t'as quelque chose de moins précis, de plus fluide, de plus liquide, et en fait, tu perds en réalisme. Et moi, c'était le style de peinture que je voulais faire des peintures hyper réalistes, surtout que j'avais appris
avec la peinture miniature et les mailles, la précision dans l'horlogerie, et je m'étais dit, là je commençais à avoir au niveau de la précision un œil assez affûté, et je me suis dit, ouais, là c'est le style que moi j'ai envie de donner dans mes peintures, c'est que quand tu reçois ta peinture, tu la vois et t'as l'impression que tu peux la choper avec tes mains, quoi. Donc la gouache c'était la technique la plus appropriée pour ça. Et ensuite, quand j'ai peint sur les grands formats, là, j'ai changé de technique. Donc, maintenant, je peins avec de la flash. C'est une sorte d'acrylique qui se peint un peu comme la gouache, avec de l'eau, tout ça. Et ça, c'est la marque Le Franc-Bourgeois qui m'accompagne dans toutes mes démarches créatives. Je suis devenue ambassadrice pour eux il y a 3-4 ans. Au début, ça a commencé avec la gouache et ensuite, maintenant, sur des supports et des techniques différentes. Et en fait, pour t'expliquer, moi j'aimais bien peindre à l'huile en dehors de mon travail, sauf que le truc c'est que c'était un chantier monumental à chaque fois que je peignais à l'huile. Et en fait, j'avais abandonné l'idée de peindre sur des grands formats parce que ça prenait 10 plombes et que à chaque fois je mettais un bins mais de fou. Et je me disais non mais ça c'est pas pour moi et tout. Et donc là le Franc-Bourgeois m'a dit écoute, on a des peintures qui sont adaptées à ce que tu recherches. Vas-y, essaye quoi. Et du coup, j'ai essayé ça et là, j'ai fait, waouh, ok, c'est bon, ça m'a réconcilié et du coup, maintenant, j'aime trop. Alors du coup, tu as un vrai partenariat avec Le Franc. J'imagine ils font aussi appel à toi pour développer ou ajuster des produits ou avoir ton retour. Ça dépend, ouais, ça arrive de temps en temps, des fois on fait des événements ensemble, la dernière fois on avait fait une exposition avec eux, ils m'envoient des produits pour les tester, tout ça, et la dernière chose qu'on a fait ensemble, c'était avec le Ballon d'Or, justement, que j'avais fait en 2022, octobre 2022, et là c'était la première fois que je faisais un énorme format, avec une technique différente et tout, et pour le coup ils ont été vraiment derrière moi, parce que, j'étais perdue quoi. J'étais Bah, perdue. justement, tu veux bien nous en parler de ça, parce que ça devait être un projet énorme avec pas Ouais. mal de pression. Enfin, c'était quoi du coup les contours du projet? Et ben en fait, il fallait réaliser la montre qui allait être présentée pour l'événement du Ballon d'Or. Et l'idée, c'était de faire une toile en très grand format pour l'événement et qui allait être dévoilée au public là-bas sur place. Et vraiment, il m'avait laissé les cartes blanches pour le projet. Et moi, j'avais toujours rêvé de faire un énorme format parce que c'est ce que je dis, j'ai l'habitude de peindre pardon, l'infiniment petit. Et pour moi, de voir l'infiniment grand, c'était aussi un challenge. Et du coup, quand ils m'ont dit, vas-y, tu fais ce que tu veux, on te laisse carte libre, j'ai fait, ok, vas-y, je commande une toile de 2,20 m. Et quand j'ai reçu le cadre, j'ai fait, mais ouais, enfin, en fait, je vais faire comment? C'est n'importe quoi. Je me suis dit, mais la technique, la dimension était énorme, comment je fais pour redessiner cette montre sous cette toile? Enfin, tout était énorme, quoi. Et bref, et du coup, on a fait quand même le projet qui était incroyable, vraiment, moi, ça, en fait, c'est fou parce que j'étais hyper contente de ce que j'allais réaliser, mais le pendant que je l'ai fait, c'était une horreur. C'était une horreur parce que c'était nouveau, la technique, que je la maîtrisais pas, que j'avais conscience de l'importance de l'événement et de ce que j'étais en train de faire, de la chance que j'avais, et en fait, j'ai eu une pression de Ouais, fou ouais. pendant 3 mois. Et Ah ouais, bah, c'était ma question. Ouais, 3 mois pour réaliser ouais, la montre? 3 mois pour réaliser la montre, quoi. Et le final, j'ai adoré, mais tout le pendant avec cette pression, avec cette nouveauté, nouvelle technique et tout, je me suis dit waouh, waouh, c'était trop quoi. Et donc on a fait l'événement, j'ai adoré, et quand je suis revenue, j'ai eu une espèce de redescente d'adrénaline qui m'a couchée pendant pendant 2 semaines. Mais maintenant je suis super contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'était nouveau. Et voilà quoi. Bon, est-ce que c'est grâce à toi que Karim Benzema a gagné le Ballon d'Or cette année-là? C'est ça? Évidemment. Non, 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 pas du tout, non, non. Non, mais c'était chouette, c'était trop chouette de voir tout ça, quoi. Surtout que c'est un milieu qui, moi, c'est pas comment dire, mon délire le foot et tout, et je voyais vraiment dans les yeux des gens que j'allais dans un truc de fou, quoi. En fait, c'est grâce à eux que j'ai vraiment vu l'importance du truc dans lequel j'allais, mais moi, dans ma tête, je faisais juste ma peinture, quoi. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, ouais, Stella, en fait, là, il y a pas juste ta peinture, il y a tout un délire quand même qui est fou, quoi. Et comment t'as géré bah, du coup la relation avec... D'ailleurs, c'était quoi la marque de la montre? Alors, la marque, c'était Purnell. C'était Ok. Purnell. Et qui sont Et... sponsors du Ballon d'Or depuis 3 ans, si je ne me trompe pas.
Ah, alors du coup, j'imagine, enfin, ça touche quand même une certaine image du luxe, donc beaucoup d'exigences. Toi, Ouais. comment t'as géré ça pour ton projet? Ben, écoute, moi, ça allait dans le sens où, en fait, je suis déjà hyper exigeante avec moi-même. Donc, en fait, l'exigence que les gens me portent, j'ai l'impression qu'elle est jamais aussi haute que celle que j'ai avec moi. Tu vois? Donc, donc en soi, ça s'est bien passé. La seule pression que j'ai eue, en fait, elle était de moi, hein, tout simplement. Ouais. Et, euh, et alors aujourd'hui, au-delà de tous les projets que tu fais, comment tu travailles un peu cette image, un peu Estelle Lagarde, enfin, comment tu communiques un peu au quotidien, c'est quoi tes canaux de partage de tes œuvres? Alors, moi, je communique sur presque tous les réseaux. J'allais dire donc LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube. Là, j'ai envie de commencer à TikTok, mais en vrai, c'est tellement... Enfin, j'ai du mal à le comprendre encore pour l'instant et à comprendre ma cible, tout ça, donc j'ai un peu laissé tomber de côté. Mais bref, en tout cas, celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est LinkedIn, sincèrement. Ce qui est fou, c'est que j'entends énormément de gens qui me disent ouais, mais LinkedIn, mais moi j'aime pas, je comprends pas et tout, et je me dis mais ouais, je pense que vous avez vraiment pas compris à quoi ça sert et l'utilité de ce réseau, parce que moi tout se passe dessus, quoi. Autant Instagram c'est cool, c'est une vitrine où tu montres, mais il se passe rien du tout. Moi LinkedIn, il se passe des choses, ça bouge. Je rencontre des gens, je parle avec des gens, je concrétise des choses. Vraiment, il y a quelque chose d'hyper concret dans ce réseau-là. Et moi, c'est celui que je préfère. Après, comment est-ce que je gère l'image en vrai, c'est hyper difficile. Je t'avoue que je crois que c'est les sujets que je me posais le plus de questions là en ce moment et qui est hyper dur pour moi parce que au début où j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, en fait, il y avait personne qui me connaissait, tu vois. Et moi, je l'ai fait de manière totalement thérapeutique, en fait, comme je disais au début du podcast. J'ai fait un burn-out à cette époque-là. J'ai vécu du harcèlement au travail et tout. Et en fait, je j'avais envie de raconter des choses, de comment est-ce que j'allais me relever. C'était la manière pour moi de dire des trucs à un endroit sans connaître personne, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait. Et en fait, il y a des gens qui se sont intéressés à ce que je racontais à ce moment-là. Moi, j'étais un peu en mode post-trauma au début où je me lance sur les réseaux, dans le sens où je vois encore personne. Pendant un an, je mets du temps à me remettre et tout. Ensuite, il y a le Covid, 2 ans, qui nous enferme. Donc en fait, c'est pendant 3 ans où je vois personne. Et moi, je continue mes délires, quoi. Mes peintures, raconter ma vie, machin et tout. Après ça, ça va mieux. Je sors dans les salons d'horlogerie, de joaillerie, tout ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me rends compte que dans les salons que les gens me regardent, me connaissent et tout, et en fait je me tape une crise de panique de malade, et j'en fais même un malaise dans un salon, parce qu'en fait je me rends compte de l'importance des réseaux sociaux, de l'impact surtout, et je me suis dit non, en fait tout le monde a vu ce que j'ai raconté, quoi. Donc moi c'était hyper égoïste et personnel, j'avais besoin de ça, mais en fait les gens ils ont pas oublié et ils m'en parlent, et ça je t'avoue que ça m'a fait hyper bizarre. Et depuis l'année dernière, bah tu vois, là je commence à rencontrer énormément de gens. Et tous ces gens ont écouté et lu ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, c'est hyper dur pour moi parce que j'ai une relation avec les gens de mon réseau. Et avant, je l'avais pas, et ça me permettait d'avoir cette distance et de faire tout ce que j'ai fait, tout simplement. Et aujourd'hui, où j'ai du mal à communiquer parce que, waouh, je vous vois en fait. Et ça, c'est hyper dur. Et en même temps, je me dis, ben, moi, j'avais ce besoin. C'est aussi pour ça que j'aime les réseaux, c'est que ça me permet de dire des choses, de communiquer des choses et tout à un endroit. Mais c'est terrorisant en même temps. Il y a de plus en plus de gens et c'est pas facile. Et comment gérer ça? Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je mette un cadre à tout ça. Et le truc, c'est que j'ai pas non plus envie de me travestir pour regarder des gens. Mais comment trouver l'équilibre là-dedans, d'être le vrai soi tout en se protégeant? Parce que derrière les réseaux c'est hyper flippant, franchement je vous dis sincèrement, moi ça se passe bien, mais quand je vois ce qui se passe ailleurs avec des gens et tout, je me dis ça fait peur quand même. Donc franchement je sais pas comment je le gère, j'essaie de manière le plus naturelle, tout simplement, de faire quand même attention à moi, mais comme je dis, d'être le plus authentique possible, quoi. Du coup, le fait, tu vois, que tu aies pris cette prise de parole, enfin, que ça a été un peu salvateur aussi pour toi, tu as eu des retours, tu as eu des gens qui t'ont contacté sur LinkedIn en disant je me suis reconnu dans ton parcours, tes difficultés, merci Mais Estelle d'avoir tellement, partagé ça.
Mais tellement, tellement. Et je crois que c'est ce qui m'a soutenue, c'est ce qui m'a donné envie de me dire encore plus de choses. Et en même temps, du coup, de me rendre plus vulnérable. Plus tu dis des choses sur toi et plus tu te rends vulnérable, en fait. Et ça, je me rends compte. Et chaque fois, on me dit, vas-y, c'est courageux et tout. Je me dis, là, aujourd'hui, j'ai conscience et je me dis, ouais, en vrai, j'ai tout dévoilé de moi, quoi. Mes forces, mes faiblesses et tout. Et ça me rend vulnérable. Donc voilà, mais je me rends compte quand même que ça aide des gens et ça me fait plaisir. Franchement, c'est, comme je dis, aujourd'hui, je suis pas sûre que je communiquerai encore longtemps comme ça, longtemps de cette manière et tout, parce que il y a beaucoup de choses qui changent autour de moi, mais je l'ai fait au moment où j'en avais besoin, et voilà, c'est ce qui m'a... Et ça t'a aidé, ouais. Ouais, de ouf. Alors, du coup, donc tu fais ton burn-out, il y a un peu de temps qui se passe, et ensuite tu lances ton entreprise, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, ça s'est passé comment, du coup? Bah, dur. C'était dur. C'était dur parce que, ben, moi, j'étais en arrêt maladie en plus au moment où on me licencie parce que je l'avais demandé et tout. Et là, c'est le moment où je suis au plus bas de ma vie, quoi. Où je me dis, mais en fait, là, j'ai une sacrée remontée à faire dans toute ma vie. Et physiquement, j'avais des gros problèmes de santé aussi. Donc je me suis dit, il faut que je me soigne, il faut que je lance une boîte, il faut que psychologiquement je me remette sur pied. Mais je me suis dit, ça va être chaud. Et donc, bref, du coup, tout ça pour dire qu'au moment où je lançais ma boîte, en plus, j'avais perdu mais totalement confiance en moi par rapport à l'expérience que j'avais eue. Et c'était impossible pour moi de prendre un téléphone pour expliquer ce que je voulais faire. Enfin, le contact avec les gens était devenu impossible pour moi, quoi. Et je me Ouais, suis ça dit, te prenait trop d'énergie. Ouais. ouais, puis comme je dis, par rapport au manque de confiance qu'on m'avait fait, en fait, le rapport avec les gens, j'y arrivais plus. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, là, je suis au pied du mur de fou. Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancée sur LinkedIn en montrant mes représentations de peinture, parce que je me suis dit, c'est quoi, je suis pas capable de prendre un numéro de téléphone, je vais faire des peintures. Et s'il y a des gens qui trouvent que mon travail a de la valeur, eh ben, doigt croisé, on m'appellera. Et bordel, quand j'y repense, je me dis, mais c'était taré de lancer son business comme ça. Et ça a fonctionné. Genre, ça a fonctionné comme ça. On m'a appelé parce qu'on a vu mon travail. Et petit à petit, tu vois, du fil en aiguille, j'ai réussi à reprendre confiance et tout. Et maintenant, je sais prendre un téléphone, je démarche, bien sûr, mais au début, c'était chaud. T'as mis combien de temps pour que ça décolle bien comme tu le voulais? Ça a été hyper rapide. Je crois que en 6 mois, ça a été hyper rapide, quoi. C'était même fou, genre, limite, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais c'est trop. Tu vois, genre, je crois que je vais me cramer, quoi. Mais c'était chouette. Et aujourd'hui, ta boîte, ça fonctionne comment? Donc, tu fais des prestats pour des marques, tu fais aussi des Pour... formations où tu accompagnes d'autres Exactement. personnes? Exactement. Donc, je continue pour travailler pour les marques dans le design dans la gouache. Je fais aussi de la formation. Et là, je suis en train de créer ma marque de Joaillerie. Donc c'est vrai que du coup, j'ai fait énormément de trucs dans tous les sens. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de lisser mon activité à l'année, parce que comme je disais, c'est beaucoup de hauts, de bas, dépendant des sorties de collection, aussi des marques, et c'est pas évident. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais fait la formation, de manière à pouvoir, pareil, avoir des revenus meilleurs pour moi, et aussi de façon à transmettre parce que j'en avais envie. Mais il fallait que je trouve plusieurs activités pour vivre à l'année. Vraiment de ce que je voulais. Et comme j'avais en plus dans le but de développer ma marque, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la partie financière de tout ça, je me suis dit, wow, cocotte, là, va falloir t'en voir un peu plus parce que sinon, il y a rien qui va se passer du tout, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, là, tu entreprends toute seule ou tu es accompagnée, vous êtes plusieurs ou tu es vraiment Alors, seule seule à la barre? je suis accompagnée comment dire, avec le projet de formation avec mon frère. Ça, c'est un projet qu'on a réalisé vraiment tous les deux pendant le Covid. Au début, on voulait faire des formations physiques, puis comme il y a eu le Covid, bah, du coup, on a dû laisser tomber le projet, tout ça, donc on a fait les vidéos en ligne. Et ensuite, pour tout le reste, pour le coup, je suis vraiment toute seule, quoi. Et alors j'ai une autre question, parce que depuis tout à l'heure on parle de créativité, etc. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un voilà, de créatif qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur, allez, si tu as une bonne astuce, un petit tips, ça serait quoi? C'est une très bonne question. Je sais pas. Je dirais enfin, la réponse, elle est peut-être tellement bateau, mais tellement vraie. Je dirais juste que c'est de s'écouter, quoi, et
d'y aller, parce qu'en fait, il y a rien de plus horrible que d'avoir des regrets dans la vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que j'avais aussi quand j'ai fait mon burn-out, c'est que je faisais un truc que j'étais totalement à côté de mes godasses. Et ça m'a fait tellement souffrir qu'il fallait que je fasse ce que j'avais à faire, quoi. Donc je dirais que il y a toujours plein de jugements des gens, et en fait souvent les gens projettent juste leur propre peur sur toi-même, et c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été capables de faire le pas que ça sera pas valable pour toi, quoi. Et bon, par rapport à. Forcément, hein, tu travailles avec des grandes marques, etc. Tu as une allez, petite histoire amusante, hein, une petite anecdote à nous dire ou... Une anecdote. Et bah, figure-toi que, dit comme ça, je crois que je n'en ai pas. Je n'en ai pas de spécial, ou en tout cas pas que je peux dire. Bah, t'as rencontré Karim Benzema ou Eh pas du tout? non, non, mais même pas, je l'ai même pas, Même pas. ah ouais, c'était un truc de dingue parce qu'il est passé en mode, 10-15 minutes, non, mais vraiment, ça, c'était impressionnant aussi de voir tout ça, je me suis dit, toute cette machine qui avait autour de cet événement, pour une soirée, ça représentait une soirée, et c'était fou, et en même temps, c'était tellement court, et je me dis, quand j'ai vu toute l'organisation, tout ce qu'on a préparé autour pour juste ces quelques heures, je me suis dit, c'est lunaire, quoi. Pour moi, c'était dingue. Mais non, j'ai pas d'anecdote spéciale, vraiment, je crois pas. Bon, et du coup, là, entre faire des bijoux et faire des montres, tu t'éclates plus dans quoi? Dans les deux. Je trouve mon équilibre et mon intérêt vraiment dans les deux. Ce qui est fou, c'est que là d'où je viens, c'est la joaillerie. J'ai découvert l'horlogerie parce que j'ai dû commencer à peindre un peu des choses horlogères. Parce que quand je me suis lancée à mon compte, j'étais en Haute-Savoie et je me suis dit, waouh, mais là, se lancer dans la joaillerie alors que t'es en Haute-Savoie, ça va être chaud. Il y avait Genève à côté, je venais des montres et je me suis dit peut-être que ça serait cool que j'essaye de faire du gouaché pour l'horlogerie. Et c'est comme ça que l'horlogerie est venue dans mon parcours. Et j'y ai trouvé énormément d'intérêt en les peignant, en m'y intéressant aussi par les métiers d'art. Et de fil en aiguille, j'ai aussi dû apprendre à savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une montre, parce que pour les peindre, il faut savoir ce qui se passe dedans. Et quand j'ai commencé à les peindre, je me disais, mais ouais, je connais rien de ce qui se passe, en fait, je sais même pas ce que je peins. Et donc j'ai dû apprendre, là maintenant j'essaie de démonter un peu des montres, tout ça, pour savoir tout ce qui se passe dedans, ouvrir des livres de CAP et tout pour apprendre. Mais c'est vrai que je commence à trouver vraiment un intérêt dans l'horlogerie. J'ai découvert aussi des horlogers passionnés qui me transmettent un peu leur passion. Et comme je dis, en fait, plus tu rencontres des gens passionnés par ce qu'ils font, et plus ils te transmettent ça. Donc là, j'avoue que je commence à trouver un peu mon penchant dans l'horlogerie, et je crois même que j'aimerais en faire. Alors Ouais. du coup, c'est quoi ta montre préférée ou celle que t'aimerais bien faire bientôt? Peut-être qu'ils nous écoutent. Ma montre préférée, j'en ai pas une spéciale, je les aime toutes. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime de manière différente. Soit par les mécanismes qu'il y a à l'intérieur, soit pour leur technicité, soit pour l'artisanat qu'il y a derrière, les métiers d'art. Je pense que si je faisais une montre à mon image, ce serait un truc hyper coloré, avec un petit côté joaillier dedans. Des métiers d'art, c'est sûr, parce que j'aime trop les artisans. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que mes goûts dépendent tellement de choses. Bon, j'ai une dernière question pour ton métier. Bon, elle est un peu plus piquante, mais comment tu vois les choses par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle ou aussi avec tout ce qui est dessin sur ordinateur. Enfin, est-ce que tu vois comme une concurrence ou finalement tu dis ben, ce côté un peu d'art, il apporte quelque chose d'autre aux marques qu'elles vont pas retrouver avec les ordi, hein. Alors, je t'avoue qu'il y a quelques temps de ça et quelques années de ça, je, ça me plaisait pas du tout ce que j'étais en train de voir, et j'avais peur pour moi en fait. Vraiment, je me suis dit, mais là on est en train de tout flinguer, quoi. Les artisans, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une révélation là ces derniers temps, où je me suis dit, mais en fait, l'intelligence artificielle pour moi c'est juste l'intelligence des connaissances, et c'est absolument pas l'intelligence émotionnelle. Et l'artisan apporte l'intelligence émotionnelle d'un humain à un humain. Et je me suis dit, ça pour l'instant c'est la distance encore qu'on a avec l'intelligence artificielle. Elle n'existe pas cette intelligence-là. Et du coup je me suis dit, vas-y c'est bon, on a encore de l'avenir devant nous, tu vois. On représentera sûrement pas une majorité de, comment dire, dans ces travaux-là.
la main, mais je pense que pour le luxe, on va être hyper important parce que le luxe, c'est l'émotion, c'est la transmission émotionnelle, le cœur, tout ça, et ça, je suis désolée, mais pour moi, il y a que l'humain qui fait ça. Sérieux, enfin, d'ailleurs, j'ai déjà vendu des pièces à des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, grâce à un dessin. J'ai jamais vu une pièce à des centaines de milliers ou des millions d'euros se vendre en se présentant juste sur un 3D, une CAO d'ordinateur. Jamais. Quand tu vas dépenser autant d'argent, t'attends un truc. T'as une attente. Et si l'attente, elle est la même que pour des produits que tu vas payer 10 balles, bah t'as pas envie d'acheter. Et du coup, les marques, elles arrivent à te dire, bon bah voilà, ton travail, Estelle, ça rentre entre guillemets dans un plan de com ou de marketing autour de notre montre. Ils arrivent à identifier une accélération des ventes ou des retours. Alors, si ça existe toujours dans les grandes maisons, c'est qu'ils ont bien compris l'intérêt. À un moment donné, je pense qu'on a eu envie de se séparer de ces savoir-faire qui étaient très coûteux parce que ça prend du temps. Sauf qu'on se rend compte à quel point l'intelligence émotionnelle, enfin l'émotion qui est transmise par un métier d'art, elle est hyper importante. Hyper importante pour nous. Donc en fait, ils sont revenus et maintenant, bah voilà, il y a du travail. Il y a du travail parce qu'il faut toucher ton client. C'est tout, il faut le toucher. Pour aller plus loin, tu vois, bon, on est quoi? On est au mois de juin. C'est quoi tes défis encore de l'année et ça serait quoi les bonnes raisons qui vont dire je vais être à 100% sur les prochains mois? Alors, on est déjà au mois de juin, c'est hyper flippant. On est le Ouais, début juin, donc ouais, ça va. on est début juin. Ce que j'aimerais, c'est vraiment comment dire, être à fond dans le développement de la marque. Vraiment, là, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie. J'aimerais finir par vivre que de ça, que de la marque. J'ai énormément de boulot à faire encore. Là, je produis, pour l'instant. C'est pas évident, mais j'ai besoin de proposer un univers. Donc, j'aimerais que pour 2025, on comprenne l'univers, euh, l'image aussi de la marque. C'est quoi la garde? Ça, j'aimerais arriver à le définir, à l'expliquer. Et ça, pour moi aussi, j'ai l'impression que c'est quand même un véritable accouchement personnel parce que pour arriver à avoir un univers créatif, c'est qu'il faut que je me ponde moi-même, en fait. Tu vois? Donc, je crois que je suis en train de me trouver. Il faut que ça sorte tranquille, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'aimerais que d'ici 2025, ça soit installé, qu'on le comprenne. Et, euh, et puis voilà. Et tu t'es déjà posé des objectifs à 5, 10 ans, tu vois un peu où tu veux être à moyen long terme? Oui. Ouais, je l'ai pas fait avant, mais je l'ai fait là il y a pas longtemps. Où je me suis dit, purée, depuis le début de cette aventure, en vrai, c'est tellement de travail, en fait, je travaille tout le temps, quoi. Je m'arrête jamais, même les week-ends, je suis toujours en train de travailler. Je dois prendre 3 semaines de vacances par an, sans week-end. Je me dis, mais je fais que ça. Et en fait, j'ai pas l'impression que ça me fait tant souffrir parce que j'adore ce que je fais. Juste, par contre, je suis en train de voir tout ce que je loupe, quand même. Et je me dis, c'est beaucoup. Je le vis pas comme un sacrifice, mais il y a quand même beaucoup de choses à côté qui sont passées à la trappe. Et, euh, et je pense que je serais pas capable de faire ça très longtemps encore. C'est-à-dire que là, je sais que je me laisse encore 5 ans. 5 ans pour switcher sur la marque. Vraiment, je vais bosser dur là-dessus. Mais si dans 5 ans, je vis pas de la marque, j'arrête. J'arrête. Je passe à autre chose, en fait. Voilà, c'est vraiment le truc que je me suis dit il y a pas longtemps, où pourtant j'ai toujours eu ce discours en me disant ouais, toute ma vie je vais me... Et en fait non, parce que sérieux, c'est des sacrifices et c'est des choses que tu loupes, tu vois. Je pars pas en vacances, j'en ai pas qui part, je vais pas au resto, je fais rien, je taffe. Donc je veux pas faire ça plus longtemps que jusqu'à mes 35 ans. 35 ans après, c'est folie. Ok. Ah, Après donc si ça 5 ans, marche, 5 ans. si ça marche, ça continue, hein. Mais si ça marche pas, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, on arrive à la fin du podcast. C'est passé hyper vite, mais c'était hyper intéressant. Allez, je te laisse le mot de la fin, mais je sais pas ce que tu veux nous partager quelque chose ou revenir sur un point. Voilà, je te laisse conclure ce podcast.
Eh ben écoute, j'ai un petit truc à dire. En fait, ouais, là je vais lancer une pièce assez importante pour moi qui s'appelle la bague Espoir. Donc ça fait 1 an et demi que je suis sur le projet et en fait cette bague elle est méga importante parce que c'est la bague que j'ai imaginée pendant que j'étais en arrêt maladie. Et donc quand je l'ai imaginée, je lui ai donné ce nom d'Espoir parce que j'avais espoir de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui en fait. De vivre de mes peintures, de peut-être vivre de la marque. Et quand il a été question de créer la marque, je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve une pièce symbolique. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, en fait, c'est évident. La pièce qui doit sortir, c'est celle-là. C'est l'histoire de tout, depuis le début, quoi. Donc, du coup, cette pièce va sortir, là, la semaine prochaine. Et ce que je voulais faire autour de ce projet, c'était vraiment une campagne autour de l'espoir, d'avoir un message positif. Et au début, je voulais vraiment accentuer cette communication sur mon histoire. Et je me suis dit, bon, déjà, c'est un peu égocentrique de se concentrer que sur soi. Et aussi, c'est juste que, en fait, j'ai tellement raconté mon histoire en long, en large, en travers sur les réseaux, sur les médias, tout ça. Des fois, j'ai besoin de prendre une distance avec ça aussi pour me protéger. Et je suis pas toujours capable de le faire et je me suis dit je suis pas sûre que j'arriverai à le faire toujours. Et donc j'ai eu envie d'être accompagnée dans ce projet d'une égérie que j'ai trouvé l'année dernière et qui va faire partie du projet, qui va porter cette bague espoir et qui va véhiculer son propre message à elle. C'est aussi une femme qui est tombée dans sa vie, qui a une histoire de fou qu'on peut même pas imaginer, je pense que personne peut vivre dans sa vie, et qui s'est relevée et qui est tellement belle et tellement positive. Quand j'ai lu, je me suis dit en fait voilà, c'est ça que je cherche, c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message, c'est tombe et relève-toi quoi. Il y a de l'espoir dans la vie. En gros, c'est ça le message que je voulais dire. Et donc elle va m'accompagner sur cette partie. Et après ça, je m'étais dit tiens, peut-être que ça serait cool d'avoir différentes égéries encore. J'avais lancé un message sur les réseaux sociaux en disant que je cherchais d'autres égéries, que je voulais qu'ils me partagent leur propre message d'espoir à eux. Et j'avais reçu plein de messages après cette recherche et je me suis dit mais comment est-ce qu'en fait je choisis entre tous ces gens quoi. Je peux pas dire que ton histoire est plus valable que celle d'une autre, c'est pas possible, elles sont toutes valables. En fait, on a tous à un moment donné dans notre vie l'impression de se péter la gueule et de devoir se relever. Elles sont différentes, les histoires, mais elles se valent toutes, et du coup je me suis dit en fait je vais choisir personne, c'est pas possible, je peux pas choisir quelqu'un. Donc ce que je vais faire, et c'est là où j'ai commencé à penser à cette idée, je me suis dit ce qui serait trop cool c'est que j'arrive à faire poser toutes ces personnes, mais comment je vais faire? Et du coup je me suis dit bah tu sais quoi, quand la bague sera prête, à un moment donné je vais balancer sur les réseaux sociaux que je serai présente à une certaine heure, à un certain endroit, avec la bague, avec un photographe, un vidéaste, de la sécurité, et on fera poser les gens qui le veulent avec la bague, on leur transmettra les photos et par eux-mêmes ils véhiculeront leur propre message d'espoir. Et du coup ça va se passer là le 15 juin à Genève. On va aller se placer derrière l'horloge fleurie. J'ai pris une super photographe, un super vidéaste, et tous les gens qui voudront venir poseront avec la bague soit sur la main, soit dans l'écrin, parce que tout le monde peut, enfin elle est pas au numéro doigt de tout le monde, à la taille de tout le monde, mais c'est surtout symbolique, c'est surtout pour se concentrer sur le message. Et souvent on m'a dit tiens mais pourquoi tu fais pas ça dans une boutique, dans un truc un peu plus luxe, tout ça. Et en fait c'est justement le truc que je voulais pas, c'est que je voulais pas que les gens soient triés. Vraiment ce que je voulais c'était qu'on se concentre sur ce message là, et pour moi la rue c'est l'endroit où on voit les gens, tous les gens en fait. Et du coup c'est ce que je voulais, c'est que je voulais être à un endroit où on puisse voir tous ces gens et que ceux qui avaient envie de faire un truc, ben on se retrouve à ce moment-là quoi. Donc voilà, là c'est la dernière actu, il va falloir que je communique cette semaine-là sur le projet, il va falloir que j'envoie la sauce parce que c'est possible que ce projet tombe à l'eau aussi. Là pour le coup c'est qu'en fait on gère tellement pas le nombre de personnes qu'il pourrait y avoir sur cet événement, on verra. Ça va tu te laisses porter. Ouais, écoute, en fait, comme je dis, c'est possible que ce soit un échec, mais en fait, c'est tellement la manière dont ça me parlait le plus que je veux le faire de cette manière. Voilà. Ok. Bon, si j'essaye de résumer, en gros, ton mot de la fin, c'est faut s'écouter et espoir. Mais ouais, totalement, écoutez-vous, c'est trop du bien. Faut lâcher prise. Je dis ça, mais je suis encore quelqu'un de hyper stressé, mais j'apprends à faire ça, à ressentir ce que j'ai au fond de moi, et quand tu fais les choses que tu ressens, t'es trop bien avec toi-même, quoi. De marcher dans tes propres godasses et de pas avoir comme godasses marcher à côté de toi,
c'est trop bien. Merci beaucoup Estelle. Bah, merci à toi, Adrien.